Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux donc à l'ouverture de cette rétrospective intégrale consacrée à Barbet Schroeder qui va me rejoindre dans quelques instants. Vous dire simplement que Ricardo et la peinture, son dernier film est toujours dans les salles et ici comporte de mieux en mieux, me dirait Gilles Vial, des films du Losange, donc tant mieux. C'est une bonne nouvelle qui voit la Vierge des Tueurs pour la première fois. C'est massif. Ben écoutez, c'est bien. Vous avez de la chance, c'est une bonne nouvelle aussi. Quelques remerciements avant de laisser la parole très vite à Barbet Schroeder. Évidemment, au film du Losange, à Charles Gélibert, à Alexis Dantec, à Régine Vial, à toutes les équipes, ils fêtent leur 60e anniversaire. Vous savez que les films du Losange ont été créés par Barbet Schroeder en 1963 pour produire les films de celui dont aujourd'hui tout le monde sait qu'il est le plus grand cinéaste du monde, mais je pense qu'à l'époque il n'y avait que Barbet Schroeder qui le savait. C'est évidemment Éric Rohmer. Oui, bien sûr, vous pouvez applaudir le nom d'Éric Rohmer. J'aurai le plaisir d'y consacrer mon ciné-club avec les deux premiers contes Moreau, La boulangère de Monceau, où donc Barbet sera non seulement producteur, mais acteur, très très beau, et La carrière de Suzanne, ça sera le 7 décembre à 19h ou 19h30, je ne sais plus. Mais enfin, vous trouverez. Quelques mots aussi pour remercier les tutelles de la Cinémathèque française, le ministère de la Culture, le CNC, nos grands mécènes, Chanel, la Fondation Gann pour le cinéma, Netflix. Merci beaucoup à Ambassador également de nous aider. Quelques dates de projection, donc dès demain, jeudi 30 novembre à 18h, jeudi 30 novembre à 18h, projection donc de Amnésia, le film que Barbet a consacré à sa mère et aussi à Ibiza, enfin au moins l'un des deux films. Donc cette séance sera suivie d'une discussion avec Barbet Schroeder, 30 novembre 18h. 30 novembre 20h30, un film consacré par Victoria Clay Mendoza à Barbet Schroeder qui s'appelle Somme mort, Barbet Schroeder. Et là, il y aura donc, après la séance de 20h30, une discussion avec Barbet et Victoria Clay Mendoza. Donc, mon ciné-club, jeudi 7 décembre à 19h30, les deux premiers Rohmer, les deux premiers contes Moreau, en tout cas. Et puis ensuite, Barbet viendra présenter des films, La collectionneuse, toujours de Rohmer, qu'il a produit, et Inju, son film japonais, ça sera le samedi 9, et ce vilain mot de masterclass, mais tout simplement de conversation avec Barbet Schroeder, ça sera après la projection du film Barfly, inspiré et tiré de Charles Bukowski. Donc ça sera le dimanche 10 décembre à 14h. Donc voilà, Barbet va être avec nous pendant les 10 jours qui viennent. J'ai parlé de Barbet Schroeder, producteur, bien sûr, et c'est vrai qu'une pensée particulière pour l'anniversaire des films du Losange, puisque les films du Losange, en ne gardant que cela de leurs activités, c'est-à-dire assez peu, nous ont rendu un service immense. Quand je dis nous, c'est à nous autres cinéphiles, mais à l'ensemble d'entre nous, c'est qu'ils ont désembrouillé l'affaire Eustache. Donc merci beaucoup au film du Losange pour avoir rendu les films de Jean Eustache et le premier d'entre eux, La maman et la putain, à nouveau disponible. Oui, ça aussi, vous pouvez l'applaudir. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'imposait et que ça n'a pas dû être simple. Et puis, il y a à peine un an, autre film très très important de la nouvelle vague française, Jacques Rivette, L'amour fou, avec Jean-Pierre Calfon, Bulogier, Andréas Labarthe, entre autres, là aussi rendu à sa splendeur originelle par les films du Losange, donc qu'ils en soient une fois de plus remerciés.
Barbet Schroeder, juste un mot quand même. Vous trouverez dans le nouveau programme de la Cinémathèque, donc qui a commencé hier, vous trouverez un texte particulièrement aiguisé de notre camarade Cédric Anger à propos de Barbet Schroeder, qui s'intitule « Mais où est Barbet Schroeder ?» Et effectivement, c'est toujours la question qu'on se pose d'abord à propos de Barbet. Souvent, il n'y a que Bull, je pense, qui a la réponse. C'est où est-ce qu'il est géographiquement dans le monde? Parce qu'on a tendance, effectivement, à perdre sa trace. Cinéaste nomade, tenté par une certaine forme d'escarpisme. Le film que vous allez voir ce soir se déroule en Colombie, pays que Barbet connaît bien parce qu'il y a passé une partie de son enfance, mais c'est vrai que ce qui le distingue peut-être, c'est son inlassable curiosité pour aller vers des pays où souvent les cinéastes français ne mettent pas les pieds, vers des gens qui n'intéressent pas non plus le cinéma français, et lui y va, et il y va de tout son corps et de toute son énergie. Et il est toujours attiré, alors ça on l'a beaucoup dit, par les marges, oui, bien sûr, c'est aussi un cinéaste de la marginalité, des morts, son premier film en 1969, vers les addictions, qu'elles soient des addictions au jeu, par exemple, Tricheur avec Jacques Dutronc et Bulogier, addictions qui peuvent être à une certaine forme de sexualité, Maîtresse, addiction de l'alcool, évidemment, Charles Bukowski, mais tout ça c'est encore assez superficiel. En fait, je crois que Barbet est tenté par les personnages, il a envie de rencontrer des personnages qui se vivent et qui vivent dans une certaine forme de solipsisme, c'est-à-dire comme s'il n'y avait au fond que leur seule réalité qui pouvait leur importer. Voilà, Barbet est attiré par ce type de personnage-là, et sa façon d'aller les chercher, c'est souvent de faire corps avec eux et de leur laisser, au moins en apparence, la mise en scène. Alors il y a des solipsismes inoffensifs et qui peuvent être même tout à fait créateurs, comme le sadomasochisme par exemple, ou le solipsisme de Charles Bukowski qui demande une seule chose, c'est qu'on le laisse boire ou écrire sans embêter personne. Et puis il peut y avoir aussi cette déformation de la réalité qui peut conduire au pouvoir tyrannique ou au crime. Là, évidemment, on pense un peu à une galerie de monstres auxquels s'est intéressé Barbet Schroeder. Par exemple, Idi Amin Dada, par exemple, le vénérable W, et dans une moindre mesure, mais une moindre mesure quand même, Jacques Vergès. Donc voilà, cet intérêt pour ces personnages, et puis bien sûr, plus aucune séparation entre la réalité et la fiction, puisque Barbet Schroeder fait partie de ces cinéastes français qui sont de grands cinéastes de fiction, mais qui sont aussi de grands documentaristes, comme son dernier film tend à le prouver. Et puis la dernière chose quand même, c'est une journaliste suisse qui m'a demandé ça le soir de l'avant-première de Eduardo et la peinture. Elle m'a dit, mais est-ce que vous allez montrer ces films américains? Alors je lui ai dit, bien sûr qu'on va montrer ces films américains. On va d'autant plus les montrer que parmi les films américains de Barbet, il y a au moins un chef-d'œuvre, et ce chef-d'œuvre avec un Jeremy Irons, au-delà de tout éloge, et je ne suis pas le seul à le penser, puisqu'on lui a quand même décerné l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle, c'est le Mystère von Bülow. Si vous ne l'avez jamais vu, et si vous ne l'avez jamais vu sur un écran, allez vraiment voir le Mystère von Bülow, c'est le 8 décembre à 18h, et puis quand il s'attaque au cinéma dit de genre, eh bien ça donne Jeune femme partagerait appartement, ça sera le 3 décembre à 19h45, ça a été un énorme succès mondial, et donc Barbet Schroeder, dans cette génération de la nouvelle vague française, qui a été tellement fascinée par le cinéma américain, qui a tellement rêvé en fait de devenir des cinéastes américains et de se frotter pour de vrai
au système des films de genre, au système des genres tout court, et surtout au système des studios, eh bien, ils en ont tous rêvé, mais si on accepte Jacques Demy avec Model Shop, ça a été plutôt une expérience malheureuse. Un seul y est arrivé, un seul l'a fait, et ce seul-là, il s'appelle Barbet Schroeder. Pour toutes ces raisons, veuillez l'accueillir très chaleureusement. Merci beaucoup. C'est très touchant. C'est très touchant pour moi d'être ici parce que je suis un enfant de la Cinémathèque. Voilà, j'ai tout appris à la Cinémathèque et j'ai passé combien d'années, peut-être de l'âge de 14 ans à après 18 ans, tous les soirs rue d'Ulm. Et il y a une partie de cette période où j'étais à l'école Henri IV et on s'arrangeait pour... moi, pour travailler, pour me forcer à travailler, je m'étais mis moi-même interne. Et une fois que j'étais interne, je ne pouvais pas résister au plaisir de sauter le mur la nuit pour aller à la Cinémathèque. Ça ajoutait encore du plaisir de rentrer en douce par les toits la nuit. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Tu vas peut-être leur présenter le film. Oui. La Vierge des tueurs, voilà. Tant qu'à faire. Alors, La Vierge des tueurs, bien sûr, c'est à Paris que j'ai tout appris, d'Éric Rohmer, mais il a fallu un moment que... qu'est-ce que j'avais dit là? Ah oui, c'est ça, Éric Rohmer, il aime beaucoup ce film. Il aime beaucoup ce film, c'est pour ça que j'avais parlé d'Éric Rohmer. Il aime beaucoup ce film et il l'aimait pour la raison suivante, c'est qu'il y avait une histoire qui se déroulait dans la géographie de la ville et qu'on suivait très bien la géographie et lui était toujours obsédé par ces trucs-là, donc il aimait beaucoup ça, mais il aimait aussi les acteurs et surtout le dialogue. Voilà. Alors donc... il y a l'acteur principal qui est un acteur colombien, connu, très talentueux, qui a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Si on connaît Vallejo, il est arrivé à donner une image de Vallejo, parce que c'est un autoportrait, c'est lui-même évidemment qui est dans le film, c'est l'image de lui-même, c'est-à-dire il est habillé de la même manière, il a les mêmes manières de parler, les mêmes gestes, enfin, il a fait une imitation fantastique. Et donc, je tenais à dire que tout était vrai dans le costume. Ensuite, alors, Vallejo, c'est un écrivain immense. C'est un écrivain colombien, vraiment immense. Quand on le lit, si on lit l'espagnol, on découvre une langue qu'on n'a jamais lue, avec un rythme. Bon, on peut penser à Céline, sans l'antisémitisme, mais c'est un espèce de Céline colombien. Et vraiment un immense écrivain, très très dérangeant, il est provoquant, mais quelqu'un de vraiment important. Et donc c'est lui qui, après plusieurs années de recherche, je cherchais un écrivain colombien pour faire un film en Colombie. Et puis un ami, Luis Ospina, m'a donné ça. C'était quelque chose, une révélation pour moi. Un des plus grands écrivains que j'ai jamais lu. J'étais fou. J'ai lu absolument tous ses livres, les uns après les autres. J'ai été le voir en lui disant que je voulais faire un film avec lui. Et il a dit, il faut faire La Vierge des tueurs. Et j'ai dit, oui, mais je ne peux pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a 18 morts dans la Vierge des tueurs. Je ne peux pas tuer 18 personnes dans un film. Ça peut fonctionner sur les feuilles de papier. On peut écrire un mort, ça ne coûte pas cher. Mais de voir un type tuer un type, pour moi, ça compte énormément. Et donc, j'ai négocié à mort de 18 morts à 5 morts. Voilà. Il n'y en a plus que 5, ça suffit pour donner l'idée, mais voilà, ça c'était très important. Évidemment, c'est lui qui a écrit le scénario. Et donc, sa langue est magnifique, et à un moment,
bon, je raconterai comment j'ai cherché l'acteur, mais quand on a lu le scénario pour la première fois avec les acteurs, avant de faire le film, j'étais tellement stupéfait parce que j'ai vu que on avait tout réussi, mais au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire, les acteurs étaient... Le dialogue avait été écrit pour eux, vraiment, quelqu'un qui écoutait leur manière de parler. Et de plus, tous les films qui sont tournés à Medellín ont un langage spécial, c'est une langue un peu à part. Et donc, ils sont injouables à Madrid. Mais Vallejo, il a fait très attention que ça puisse être compris par tous les Espagnols du monde, y compris les Espagnols d'Espagne, et que ça ne se limitait pas seulement à Medellín, mais en même temps, ça sonnait comme Medellín. Donc c'est un exemple de plus du génie de Vallejo. Et puis donc, où est-ce que j'en étais? Alors attendez. Oui, alors, ce Vallejo, il a eu quand même un prix extraordinaire. Le prix du meilleur écrivain de langue espagnole. C'est un prix qui se décerne chaque année, et ce prix est de 300 000 €. C'est quand même pas rien, et sur la réputation, c'est aussi un prix extraordinaire. Eh bien, il a reçu ça, et qu'est-ce qu'il a fait des 300 000 €? Il les a donnés à une fondation pour les chiens perdus. Donc voilà, c'est le personnage qui est provoquant d'un bout à l'autre sur tous les plans. Le genre qui enfonce son clou, j'en parlais. De quoi, le genre qui enfonce son clou. Oui. Alors, donc, après que je l'ai rencontré, on est tombé sur l'accord des nombres de morts. Je suis parti pour sa ville natale, Medellín, qui était le centre de toute l'action du film. Et donc, la première chose qu'il fallait, c'était avoir un acteur de 16 ans. Pour moi, il fallait qu'il soit comme un Alain Delon de Medellín. Et donc, j'ai cherché. J'ai rien trouvé. Moi, je les trouvais tous pas intéressants, pas beaux, pas sexy, rien. Je les trouvais pas, j'étais pas content. Et puis, les autres gens, tout ça, j'ai pu préparer un peu, ça allait. Mais lui, catastrophe. Et finalement, quelqu'un m'a dit que voilà, je l'ai vu, il était bien. Je l'ai fait venir à l'endroit où j'habitais, j'ai filmé 2-3 minutes de vidéo, et puis, voilà, alors donc je pensais, ça y est, c'est fini, je l'ai trouvé, on a tout ce qu'il faut. Et puis, il a disparu. Il a disparu, et je ne trouvais pas, j'allais montrer des vidéos, je me suis dit, où il est passé. Il a été vivre dans une zone de guérilla qui se trouvait juste aux portes de Medellín. Et donc, moi, je ne pouvais pas y aller, c'était absolument trop dangereux. Déjà, il y avait des enlèvements tout le temps d'étrangers, donc c'était vraiment pas possible pour moi d'aller. Et en plus, je ne savais pas vraiment où il était, et je n'avais pas de contact pour le joindre. Donc j'étais littéralement désespéré, parce que si j'avais pas un rôle vraiment extraordinaire, qui soit d'ailleurs du même milieu social et la même culture que le personnage principal, c'était pas facile à trouver. C'est pas que l'acteur est un tueur, mais disons qu'il vit dans un milieu où il y a beaucoup de tueurs professionnels. C'est pas quelque chose d'impossible. Et donc, j'étais désespéré, je pensais que je pouvais plus faire le film. Et puis un beau jour, badaboum, il est rentré. Il a réapparu. Il était allé vivre là-bas, il n'était pas tellement intéressé par le cinéma. On a dû lui proposer plein de trucs pour le garantir que ça valait la peine. Il avait surtout peur d'être pris pour un homosexuel, parce que ça pouvait être très mauvais dans son milieu, etc. Donc il correspondait vraiment au milieu. Mais enfin, donc ça a marché. Et puis, voilà, j'ai pu faire le film en haute définition. Ça, je voulais depuis le début. Après que j'ai vu des documentaires en haute définition qui avaient été faits pour la télévision,
ça m'a rendu fou. J'ai dit, mais ça, il faut absolument passer au cinéma avec ça, c'est pas possible. Et puis, j'ai trouvé moyen de faire ça. C'était assez compliqué, parce que j'avais plusieurs caméras, des fils partout. C'était l'exploration d'un nouveau moyen de faire des films, qui maintenant est le seul. Il n'y a pratiquement plus de pellicule 35. Je ne sais pas comment j'ai pu passer à travers tout ça comme de rien. Et puis voilà, la caméra qui a servi était du même modèle que celle qui a filmé Star Wars. Qui était donc, lui, c'était le premier metteur en scène sérieux, important, qui utilisait ce mode-là. Alors vous voyez, Star Wars à côté à côté de Medellín, c'est amusant. Voilà. Merci Barbé. Donc pour La Vierge des Tueurs, donc premier long métrage tourné en numérique en 99, il va être projeté donc en DCP. Il a été exploité pendant longtemps en 35 mm parce qu'on ne projetait pas encore vraiment en numérique, mais là vous allez le voir en numérique, en DCP. Et donc je te fais comme promis un petit cadeau. Voilà. Tu auras non seulement cette jolie plaque, mais surtout tu auras ton nom sur un des fauteuils de cette salle Henri Langlois. Ah, sur le dos? Bien sûr, sur le dos. Donc il y a des fétichistes qui parfois les enlèvent, hein. Mais alors on les remplace. Et donc tu auras ton nom, disons, pour le 2e siècle à venir de la Cinémathèque française. Et tu seras en bonne compagnie. Voilà. Merci infiniment. Je crois que toi aussi tu as apporté un cadeau. Montre-moi. Vous pouvez applaudir Bulogier. Dis-moi ce que c'est, Bulle. Moi, je voudrais dire que pendant ce film, j'étais enfermée dans l'appartement pendant toute la journée, fermée à clé, pour ne pas sortir et être ennuyée, quoi. Pas se faire tuer, surtout, très vite. Donc j'étais enfermée pendant 6 semaines ou 8 semaines, je ne sais plus. Non, pas tant que ça. Non. Ouais, tellement les rues étaient dangereuses. Oui. Et puis... 5 semaines. Oui. 5 semaines. Moi, ça m'a paru très long, c'est normal, parce que quand on est enfermé, on a l'impression d'être en prison quand même. Et puis, je voulais dire aussi quand même que c'était tellement dangereux que le premier assistant de Barbé lui est rentré à Paris pour quelques jours, et puis finalement, il avait laissé toutes ses affaires, donc c'était absolument sérieux, et il n'est jamais revenu. Donc, tellement il a eu peur pour la préparation. Mais pour... voilà. Oui, il avait laissé l'armoire vide quand j'ai fini par l'ouvrir. Il m'a dit qu'il laissait ses affaires. C'était vide. Et puis, un autre détail qui est intéressant, amusant, c'est que les producteurs, qui étaient des anciens guerrieros, des gens très, très, très débrouillards, ils avaient trouvé le moyen d'avoir des gardes du corps honnêtes. Parce que c'est ça le danger. On peut avoir des gardes du corps, mais qu'il y a quelqu'un qui vient les acheter, c'est fini. Et bien, il avait trouvé des gens de la police dans la section de la police qui est chargée de surveiller les policiers. Donc c'était des policiers de policiers qui étaient payés à prix d'or par cette production extraordinaire. Et voilà. Et donc c'est pour ça que on fermait la nuit, parce qu'ils ne restaient pas devant la porte la nuit, mais autrement il fallait toujours qu'ils soient là, parce qu'il fallait aussi surveiller les caméras et tout l'équipement. Pour pas qu'ils soient volés. On ne pouvait pas se permettre de se faire voler, voilà. Évidemment. Bulle, merci infiniment d'être venu nous raconter comment tu as passé le tournage de La Vierge des Tueurs, m'avoir apporté cette très très belle affiche de La Vallée qui rejoindra les collections de la Cinémathèque.
mais pour ne rien te cacher, avant de rejoindre les collections de la Cinémathèque, elle va rejoindre mon bureau. Comme ça, tu seras affiché dans mon bureau. Il me reste encore une place. Ça sera la dernière. Merci infiniment. Bonne projection à toi.